Éditorialiste, on vous voit sur France Télévisions, chez RTL, chez nos confrères d'RTL. Vous étiez bien sûr le directeur de BFM Business. Vous avez publié de nombreux livres économiques. Qui va payer la crise, c'était en 2012. Et aujourd'hui, vous revenez chez Fayard toujours et vous nous dites c'est la fin de la mondialisation. Alors on va en parler longuement bien sûr, mais je ne résiste pas au plaisir de vous demander un peu simplement sur l'actualité d'aujourd'hui, si vous comprenez l'expression pause fiscale et l'embrouillamini du gouvernement autour de cette expression qui aujourd'hui sème le doute. Non, c'est vrai que c'est vraiment inintelligible. En réalité, c'est une pause P-O-S-E plutôt que P-A-U-S-E. C'est-à-dire, on fait semblant d'arrêter d'augmenter les impôts. En réalité, d'ailleurs, le président nous a dit dimanche soir, il n'y aura pas de nouvelles taxes à part les nouvelles taxes. Bon. Pour finalement concéder le lendemain, par la voix de son Premier ministre, que ce n'est pas 2014 mais 2015. Et on en est au point où on ne pourra que juger sur pièce. C'est-à-dire que le plus grand des scepticismes s'est installé dans l'esprit des Français face à la parole publique sur les perspectives de hausse d'impôts. Parce qu'on a eu une telle avoinée. Et soyons justes, c'est une avoinée qui n'est pas proprement socialiste. En réalité, elle a commencé bien avant. Et quand on fait d'ailleurs le décompte strict, on voit que les augmentations d'impôts ont été à parité faites par Nicolas Sarkozy et par François Hollande. Le paradoxe, d'ailleurs, quand on regarde finement les choses, c'est que la partie postérieure à l'élection de François Hollande, en réalité, c'est une augmentation des impôts sur les ménages quasiment seulement. Puisqu'il y a eu un tour de passe-passe, on a augmenté les prélèvements sur les entreprises, mais dans le même temps, on leur rétrocède de l'argent public sous la forme du crédit d'impôt compétitivité. Donc, au total, celui qui a le plus augmenté les impôts sur les entreprises n'est pas forcément celui qu'on attendrait. Effectivement. Mais reste que sur l'économie française, parce que, in fine, sur le moyen terme, quel que soit le facteur que vous taxez, vous savez, comme on dit, on taxe les vaches, c'est pas les vaches qui payent. Donc, c'est-à-dire que finalement, un impôt, quelle que soit son assiette, à moyen terme, il a le même effet sur l'économie. Il inhibe quand même un peu les choses. Donc, de ce point de vue, on a quand même pris 3 ans consécutifs où véritablement... C'est pour ça qu'on attend la pause, mais elle n'est pas pour 2014 sans doute, peut-être pour 2015, on verra, on nous annoncera peut-être 2016 ou 2017. Alors la mondialisation, c'est votre thèse, mais vous n'êtes pas un idéologue, vous êtes un journaliste, et c'est ça qui m'a intéressé évidemment, vous nous dites aujourd'hui c'est la fin de la mondialisation et vous le développez largement dans ce livre. Alors premièrement, moi je suis surprise parce que quand même tous les jours on en parle de la mondialisation, on parle de ses victimes, on parle de ses gagnants et vous nous dites c'est fini. Pourtant ça fait encore mal. Non, c'est vrai, je pense qu'on est à la fin d'un cycle, justement. C'est-à-dire, mais c'est un cycle qui a duré plusieurs dizaines d'années. Donc, c'est des cycles extrêmement longs. Les cycles idéologiques, d'abord, ils ont une amplitude extrêmement forte. Et justement, quand ils se retournent, tout change. Et je pense qu'on est à ce point d'inflexion. On en voit plusieurs signes. D'abord, la finance se renationalise un petit peu. C'est assez étonnant, mais si vous voulez, à la faveur de la crise, en quelque sorte, l'argent circule moins facilement d'une frontière à l'autre. Le commerce lui-même n'a plus du tout les mêmes taux de croissance. Troisième élément, on voit les grands pays développés, les États-Unis, mais aussi l'Europe, qui relocalisent, compte tenu du fait que l'écart de productivité, de compétitivité avec les pays émergents n'est plus du tout le même. Parce que le coût du travail augmente dans ces pays émergents et ça fait de nouveaux équilibres. Et au point que, si vous voulez, aujourd'hui, dans tout un tas d'industries, ça n'est plus tellement intéressant d'aller en Chine. Ça s'impose progressivement, ça va se faire, je pense, dans les années qui viennent, mais ça pourrait donner une géographie industrielle assez différente de celle à laquelle nous sommes habitués. Et au fond, si vous voulez, le déterminant principal de tout cela, c'est que la mondialisation ne progresse pas grâce aux nouvelles technologies. Et en fait, sa raison principale, c'est le degré de tolérance à l'ouverture des sociétés. Et ça change. C'est-à-dire qu'il y a des moments où les sociétés se referment, quand elles sont un peu inquiètes, et plutôt que de liberté, elles ont envie de protection. Et il me semble que nous sommes dans un moment comme celui-là. Alors, vous étiez plutôt un partisan, ou en tout cas intéressé par la notion du libre-échange, comme beaucoup d'économistes. Oui. Et là, vous engueulez les économistes, vous les traitez de tous les noms, vous dites qu'ils ont été naïfs, suivistes, moutonniers, et les journalistes économiques, en disant qu'ils ont été aveugles devant les ravages du libre-échange. Mais vous vous rendez compte que quand vous parlez comme ça, je sais pas, moi j'ai l'impression d'entendre Jean-Luc Mélenchon, Marine Le Pen, Patrick Buisson, Emmanuel Todd, Jacques Sapir, Christophe July. Bon,
y a un peu de tout évidemment, mais il y a aussi des politiques dures qui disent aujourd'hui pique-pendre du libre-échange. Sans doute. Je crois que c'est une question de degré, si vous voulez. C'est-à-dire que on a passé un cap au-delà duquel les effets négatifs ou pervers d'un libre-échange non tempéré se sont manifestés. Et certains grands économistes, Paul Samuelson par exemple, prix Nobel d'économie, l'ont dit dès 2004, en disant attention, compte tenu du poids relatif de la Chine, du fait que ce pays fait à la fois des t-shirts et des avions, c'est-à-dire qu'il est présent sur toutes les spécialités. On s'y attendait pas au début, on croyait qu'il allait en rester aux t-shirts. Ça n'est jamais arrivé, Ruth. C'est-à-dire que progressivement, jusqu'ici, les pays s'intégraient dans le commerce international et grimpaient pas à pas les échelons de la spécialité et de la sophistication. On disait, nous, on va faire les produits sophistiqués, eux vont continuer à faire les produits de base. Et ce sera la division internationale du travail, comme ça. Et finalement, en réalité, ils nous attaquent sur tous les fronts de façon tout à fait préjudiciable parce qu'ils font ça grâce à une monnaie qui est manipulée. C'est-à-dire que leur taux de change est artificiellement lié au dollar et on a empêché le yuan de s'apprécier, contrairement à ce qui s'est passé pour le won coréen ou pour le yen japonais, qui ont connu des périodes d'appréciation très importantes. En fait, vous nous dites, on s'est fait avoir. Oui. On s'est fait avoir et on n'a pas vu venir ce déséquilibre qui creuse les inégalités et qui est finalement plus une souffrance qu'un avantage. Et vous dites, cette fin de la mondialisation, cette éclipse de la mondialisation, c'est une bonne nouvelle. Oui. C'est quand même pas vraiment le discours dominant. Non, c'est vrai, mais en fait, la mondialisation apporte des bénéfices, mais ils sont livrés avec des coûts très importants. Et ce sont des bénéfices qui sont très localisés, qui en fait enrichissent ou rendent plus prospères ceux qui sont les mieux formés, les plus mobiles, les plus rapides, ceux qui sont les plus avantagés. Alors qu'à l'inverse, la masse des non qualifiés, elle se trouve en concurrence justement avec les armées des ombres chinoises, bengalis, etc. Donc on voit que c'est très saisissant quand vous regardez sur les 30 dernières années l'évolution des revenus aux États-Unis, où c'est le plus manifeste. En France, on a quand même des systèmes qui justement tempèrent avec le SMIC par exemple. Et on voit que les revenus, disons, des 50% de la population les moins payés ont décliné sur les 30 dernières années, alors qu'à l'inverse, les revenus du top 1%, eux, ont fortement progressé. Et du top 1 pour 1000, alors là, c'est carrément vertigineux. Il y a François Bourguignon, qui est un économiste, qui donne un exemple très parlant. Pourquoi la mondialisation favorise-t-elle les élites? Regardez les chanteurs d'opéra. Caruso, chanteur d'opéra il y a 100 ans, vendait 1 million de disques. Aujourd'hui, Pavarotti, c'est 100 millions de disques. Le marché est mondial. C'est-à-dire que pour l'élite, la perspective d'avoir un marché mondial offre justement des occasions de rémunération qui sont très importantes. Enfin, on l'a entendu souvent quand même, la mondialisation, elle peut être dure pour des catégories chez nous, mais enfin, elle permet aussi à une partie du monde d'accéder à la consommation, d'avoir des classes moyennes qui progressent, qui sont alphabétisées, qui sont éduquées, qui ont accès aux produits, mais pas seulement, à la culture aussi. Donc, ce mythe quand même de la mondialisation heureuse, où on était gagnant-gagnant, vous n'y croyez plus du tout, c'était faux, quand même pas. Non, je pense que, si vous voulez, à l'époque où cette thèse était en vogue, d'abord, le poids relatif du commerce international n'était pas le même. La désindustrialisation des pays n'avait pas atteint le point préoccupant qu'il a aujourd'hui. C'est le premier point. Le deuxième, si vous voulez, c'est que, encore une fois, on dit que ça a permis l'enrichissement des pays qu'on appelait sous-développés du tiers-monde. Oui, la Chine, par exemple. C'est l'argument détonnant du libre-échange, je dirais, échevelé. C'est... mais si vous fermez les frontières, au fond, vous auriez laissé 600 millions de Chinois dans la misère. Mais attendez, pardonnez-moi, on a ouvert nos frontières, mais ils n'ont pas ouvert les leurs. Donc, bien sûr que ça leur a profité. Mais et nous, dans l'affaire, qu'est-ce qu'on a gagné exactement? On a gagné quand même des marchés aussi, même si c'était pas la même ouverture. Tout à fait. On a gagné la diffusion de notre culture aussi, de nos valeurs peut-être aussi. Ça, pour le coup, ça reste à discuter. Quand on voit ce qui se passe sur Internet en Chine, par exemple, la façon dont les Chinois, le pouvoir chinois essaie de reprendre le contrôle, je ne sais pas si véritablement nos valeurs ont traversé la muraille de Chine, je n'en suis pas sûr. C'est vrai, je vous rejoins tout à fait. On vend des avions, on vend des BMW, enfin, en l'occurrence c'est plutôt les Allemands d'ailleurs que les Français. La Chine est le premier marché automobile mondial, d'accord. Mais pour le coup, il y a tout un tas de secteurs qui restent fermés. Et nous, par exemple, là vous voyez, PSA se tourne vers la Chine, on l'apprend aujourd'hui, PSA qui va mal.
elle a un espoir peut-être, s'implanter en Chine, avoir des alliances chinoises. Donc ça reste quand même... Oui, c'est un espoir. Maintenant, si vous voulez, toutes les associations étroites entre un Chinois significatif comme les Dongfeng, ce constructeur automobile, et une entreprise occidentale, ça tourne rarement à l'avantage de l'entreprise occidentale. Alors, vous nous dites, alors maintenant, vous allez, je répète un peu, parce que je suis un peu surprise, vous êtes sur les thèses, encore une fois, par exemple, de Marine Le Pen, qui aujourd'hui dit s'il faut le protectionnisme, il faut la fermeture des frontières françaises, par exemple. Non, pour le coup, je pense pas ça. Je pense que ça ne peut se gérer qu'au niveau de l'espace européen. Et que, alors évidemment, on tombe toujours sur la question allemande, parce que les Allemands ne sont pas protectionnistes. Encore que, justement, quand on regarde leur histoire, ça a été très différent. Il y a des périodes où ils l'ont été bien davantage. Mais ils sont aujourd'hui, ils accumulent des excédents commerciaux qui sont de l'ordre de 5 ou 6 points de PIB, c'est considérable. Et ils sont dans une position qui, au plan macroéconomique, n'est pas tenable. Je pense que c'est un argument aussi, si vous voulez. En fait, ils vont y venir. Forcément, ça va changer, ça va bouger. Les deux endroits où les monnaies sont bloquées, yuan, dollar, et Union européenne, sont deux endroits où on a des excédents commerciaux qui sont tout à fait anormaux et qui ont été justement des facteurs de mondialisation, mais qui demain, à la faveur du rééquilibrage nécessaire, tant pour la croissance chinoise, qui doit davantage s'appuyer sur la consommation intérieure, que à l'intérieur de la zone euro, qui justement est aujourd'hui fragmentée entre le nord et le sud, eh bien probablement ces échanges, je pense, vont ralentir. Alors Montebourg, il a raison lorsqu'il appelle à justement ce protectionnisme européen, lorsqu'il parle de démondialisation, lorsque aussi il vend 34 projets industriels du futur, projets français. Bien sûr, il a raison. C'est ça, c'est bien vu, c'est bien compris. Sur ces 34 projets, c'est certainement le cas. Si vous voulez, le problème, c'est que la politique industrielle est certainement quelque chose de souhaitable. Le problème en France, c'est pour ça que quelquefois Arnaud Montebourg suscite des questions, c'est que que l'État investisse, ou plutôt donne un coup de main, parce que c'est pas l'État qui investit dans les projets de Montebourg, c'est le co-investissement, et c'est vital. Ce métissage est évidemment essentiel. Que l'État, en tout cas, joue son rôle là-dedans, c'est très bien. La difficulté, après, c'est que l'État doit débrancher ce qui ne marche pas. C'est ça qu'on a du mal à en faire en France, si vous voulez. Parce qu'on ne peut pas savoir ce qui va marcher. Vous savez, la DGT, la Direction Générale des Télécommunications, quand elle a vu arriver Internet, elle a dit « ça ne marchera jamais, et notre Minitel va remporter toutes les batailles du monde ». Oui, c'est pas tout à fait ce qui s'est passé. Donc il faut que l'État puisse trancher au moment où, justement, ça ne fonctionne pas, quitte à s'aliéner des clientèles. C'est toujours un peu le problème qu'on a en France. C'est pour ça que, devant le discours d'Arnaud Montebourg, il y a certainement des bonnes choses, mais il faudrait aussi... Il n'y a pas assez de contre-pouvoir à l'État, en l'occurrence. Et il faut aussi, justement, ne pas gaspiller l'argent public, parce que ça, c'est essentiel. Je suis sûre que votre livre va être très souvent cité dans les semaines qui viennent. On va parler de mondialisation, on va parler d'Europe, et donc vous ferez référence, François Langlais. Merci beaucoup. J'espère. Merci à vous. Merci d'être venu sur le plateau de BFM TV. Restez avec nous. Dans un instant, le journal de Rachid Embarki, et puis Jean-François Kahn et Nicolas